Économie Le Max sur i24 News. Merci d'être au rendez-vous. Au sommaire aujourd'hui, et si le marché français des télécoms s'offrait un retour à 3 opérateurs 3 ans après l'arrivée de Free et la course au prix bas, Numéricable SFR se propose de racheter Bouygues Télécom. On parle d'un montant dépassant les 10 milliards d'euros. Qu'en pensent les marchés, les consommateurs et le gouvernement? Gros plan dans un instant. À suivre également un bilan, celui du salon aéronautique du Bourget. Il a fermé ses portes hier, les chiffres, l'affluence et puis le match. Qui de Boeing ou d'Airbus a remporté cette édition 2015? Réponse en images dans cette édition. Et puis 24 ans après la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud reste une terre d'inégalité. Et en cette période d'hiver austral, ce sont les chefs d'entreprise qui se mobilisent. Le temps d'une nuit, le PDG devient SDF. Quel impact pour cette opération de récolte de fonds? On s'y intéresse tout à l'heure. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. L'actu écho tout d'abord à travers le monde suspendu ce lundi au destin de la Grèce. Il se joue en bonne partie aujourd'hui. C'est ce qu'a dit ce matin le commissaire européen aux affaires économiques Pierre Moscovici. Vous l'avez vu, Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, est arrivé de bonne heure à Bruxelles pour un sommet européen extraordinaire qui aura pour objectif d'éviter à Athènes un défaut de paiement, un grand saut vers l'inconnu. Les créanciers du pays estiment que les nouvelles propositions de réforme du gouvernement sont une bonne base. On écoute Pierre Moscovici au micro de nos confrères d'Europe 1. Nous allons dans le bon sens, nous avons de bonnes bases d'accords, il nous reste à les concrétiser aujourd'hui. Tout est toujours possible, mais aujourd'hui je pense que la volonté politique de tous, de préserver l'euro, ce bien commun, de faire en sorte que cette monnaie unique soit irréversible, je pense que c'est ça qui l'emportera. Et quoi qu'il en soit, si la bourse d'Athènes ouvrait ce matin sur un bond de plus de 7%, en misant sur la conclusion d'un accord dans la soirée, eh bien la Banque centrale de Grèce a auparavant prédit un mardi difficile aux banques du pays en cas d'échec des discussions. L'incertitude, le suspense, c'est ce qu'ont fait ressentir les principaux dirigeants européens hier. Berlin affiche son pessimisme, Rome son optimisme. Écoutez aussi François Hollande qui était à Milan hier. Donc je ne suis pas optimiste, je ne suis pas pessimiste. Je dis que nous sommes dans un moment crucial et que toutes les heures vont compter pour que la discussion puisse trouver sa conclusion pour le Conseil de la zone euro, je l'espère. Pour une autre échéance, ce serait déjà plus grave. Mais attention, on connaît la date limite, c'est le 30 juin. Et verdict peut-être dès ce soir. En attendant, la mobilisation à Athènes ne faiblit pas. Plus de 7000 personnes, selon la police, s'étaient de nouveau réunies hier soir dans le centre de la capitale pour dire non aux politiques d'austérité et pour soutenir leurs dirigeants en ces heures cruciales. La Grèce a eu un accord de prêt pendant 5 ans. Cela nous a donné 30% de chômage, des réductions de salaire et de retraite. Et qu'est-ce qu'il en ressort de ces accords 5 ans après? Qu'est-ce qu'ils veulent encore de nous? Un autre accord? Allez, dans le reste de l'actualité, mauvaise nouvelle pour Moscou. Les ministres européens des Affaires étrangères ont annoncé la prolongation pour 6 mois des sanctions économiques décrétées contre la Russie en raison de son rôle dans le conflit ukrainien. Des sanctions qui arrivaient à expiration fin juillet et qui frappent des secteurs clés, les banques, le pétrole ou la défense. Nous approuvons formellement le prolongement des sanctions contre la Russie jusqu'à ce qu'elle respecte ses obligations de l'accord de Minsk. Donc encore 6 mois de sanctions. Et la Russie qui pourrait subir une chute de son PIB de près de 4% cette année d'après la Banque mondiale en raison bien sûr des sanctions et de la faiblesse des cours du pétrole. Un détour par l'Asie, la Corée du Sud cherche les moyens d'enrayer la propagation du coronavirus MERS qui sévit depuis 1 mois maintenant et qui a déjà fait 27 victimes. L'agence Moody's affirme que l'épidémie pourrait porter un coup dur à la reprise économique. Un soutien budgétaire est d'ailleurs envisagé par le ministère des Finances. Et ce lundi, vous le voyez, les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise se sont réunis pour discuter des outils disponibles pour relancer l'activité. Désormais, les hommes d'affaires doivent travailler ensemble pour apaiser au plus vite les inquiétudes sur l'épidémie. Et c'est pourquoi la Chambre de commerce et d'industrie annonce des plans pour revitaliser l'économie. Maintenant, nous tâchons de mettre nos plans en action. Et notez que la Thaïlande est également touchée par le virus avec un premier cas confirmé la semaine dernière. Et on s'inquiète là-bas aussi des conséquences économiques. Le tourisme pèse 10% du PIB avec notamment le tourisme médical qui attire en moyenne 1,4 million d'étrangers par an.
Et on revient donc sur ce possible nouveau tournant sur le marché français des télécoms. Numéricable SFR a confirmé ce lundi avoir déposé une offre de rachat du groupe Bouygues Télécom. Elle est estimée à 10 milliards d'euros. Alors si l'opération aboutit, précise le groupe, certains actifs, des antennes, des fréquences, des boutiques seraient revendus à Iliad, la maison mère de Free. Bouygues se penchera lui demain sur le dossier. Alors l'une des nombreuses questions, c'est bien sûr celle des conséquences pour ce marché d'un retour de 4 à 3 opérateurs. On va interroger le docteur Franck Khalifa. Bonjour. Bonjour David. Avec nous depuis Toulouse, vous êtes professeur certifié hors classe d'économie. Alors il y a un an, le gouvernement français plaidait en faveur de la consolidation du secteur des télécoms par la voix notamment d'Arnaud Montebourg. Aujourd'hui c'est l'inverse, il critique l'idée d'une consolidation via le rachat par SFR de Bouygues Télécom. Est-ce que les choses ont vraiment changé en seulement un an pour justifier un tel revirement? Alors elles n'ont pas changé, mais vous posez le problème de ce fameux seuil infranchissable au-dessus ou en dessous, ça dépend évidemment de l'environnement politique. Certains espèrent ce non-franchissement parce qu'il y a une baisse quand même tendancielle de revenus des opérateurs traditionnels, bien que le marché soit de nature oligopolistique, mais surveillé de très près par les gendarmes de la concurrence. D'autre part, au contraire, ça va dans le sens de la loi Macron pour ne pas la citer, c'est-à-dire plus d'ouverture de marché à de nouveaux entrants, d'autant plus que les licences en or devraient rapporter très gros aux caisses de l'État, presque 2 milliards. Et puis surtout, on craint que ce rachat soit suivi d'une restructuration, donc d'une vague de licenciements que ne voudrait pas le gouvernement. Ouais, pourtant, les arguments en faveur d'une consolidation, c'est d'abord la qualité du service. On sait que les opérateurs ont vu leur marge fondre depuis 2012 et l'arrivée de Free. Là, ça pourrait quand même profiter peut-être à l'investissement. Et écoutez, vous avez raison de dire que l'investissement est la question centrale de ce problème-là. D'abord, il faudrait peut-être donner les rapports de force de ce marché, le marché de la téléphonie en France. C'est 4 opérateurs, vous l'avez dit vous-même, Orange, Free, Numéricable SFR et Bouygues Télécom. Et pour simplifier, c'est 2 domaines d'activité stratégique. Les services fixes, téléphonie Internet fixe, et la téléphonie mobile. Alors la question centrale de l'avenir, c'est celle de la maîtrise de la technologie. C'est-à-dire celle d'un facteur clé essentiel du succès, croisé avec un facteur politique, le déploiement de la téléphonie mobile 4G et ultérieurement 5G pour les mobiles, donc l'investissement dans les réseaux, le développement très juteux de la fibre et la volonté politique d'ouvrir davantage le marché de la téléphonie pour engranger au passage des deniers considérables. Alors en rachetant Bouygues Télécom et ses 11 millions de clients, SFR deviendrait en tout cas le premier opérateur français avec quasiment la moitié du marché. Ce serait un vrai tournant, vous pensez ? Alors, moi, je vais un petit peu, pas biaiser, mais vous dire tout simplement que ce rachat, qui semble a priori pour le moins étrange lorsqu'on sait qu'il y a une pression sur les marges clients, comme vous l'avez dit, et on sait que les 4 opérateurs ont réduit leur investissement, il s'agit en réalité là d'un véritable coup de poker et d'une logique entrepreneuriale qui sont d'ailleurs 2 qualités essentielles de l'entrepreneur qui dirige le groupe acheteur, le goût de la prise de risque maximale par l'effet de levier maximum, et l'opportunité de racheter au moment où Bouygues veut vendre son bébé à un prix maximum et où l'État s'apprête à vendre les fameuses licences en or. Alors très rapidement, les marchés financiers, le secteur des télécoms en ébullition aujourd'hui à la Bourse de Paris, plus 15% à l'ouverture ce matin pour Numéricable SFR, plus 13% pour Bouygues, et puis Orange et Free qui en profitent aussi. On peut dire que les actionnaires sont les premiers grands gagnants finalement. Alors, vous connaissez ma position sur les marchés financiers qui reposent sur des comportements mimétiques et sur une grande part d'irrationnel. Effectivement, ce sont les actionnaires qui vont profiter. Il va y avoir des comportements d'emballement, mais rien ne nous dit que cette opération ira à son terme. Merci beaucoup, Dr Franck Khalifa, pour ces explications. Je vous en prie. Le salon aéronautique du Bourget a donc fermé ses portes hier. 350 000 visiteurs, grand public et professionnels confondus. Alors un bilan éco, certes, moins extravagant qu'en 2013, mais tout de même 130 milliards d'euros pour le montant global des commandes, contre 150 il y a 2 ans. Et le bras de fer, vous le voyez, Airbus-Boeing se termine au coude à coude, même si côté commande ferme, c'est l'américain qui a pris le meilleur sur l'européen. Johanna Citruc. Cette fois encore, le public était au rendez-vous. Le 51e Salon du Bourget a battu son record de fréquentation. En une semaine d'activité, il a accueilli quelques 350 000 visiteurs. C'est 11% de plus que lors de la précédente édition, il y a 2 ans. Et parmi eux, des professionnels du secteur aéronautique,
mais aussi de simples amateurs venus des 4 coins de la planète. Je travaille dans l'aéronautique, donc c'est sympa. Et puis pour emmener la petite, quoi, voir ce que papa a fait aussi, quoi. C'est vraiment particulier pour nous car nous ne pouvons pas voir de tels avions. Nous venons du Japon, donc c'est la première fois que je vois ça. Côté industriel, les chiffres sont bons, mais moins qu'en 2013. En tout, les commandes ont atteint près de 130 milliards de dollars, contre 150 il y a 2 ans. Mais comme toujours, les compagnies du Golfe sont les plus gourmandes. L'avionneur européen Airbus a enregistré 16,3 milliards de dollars de commandes fermes. Pour son concurrent américain Boeing, c'est plus de 2 milliards supplémentaires. On livre cette année de 750 à 755 appareils. Ce sera un autre record. Mais la particularité de cette édition, c'est probablement l'accent qui a été mis sur l'environnement. À seulement quelques mois de la conférence de Paris sur le climat, l'industrie aérospatiale s'est fixé un nouvel objectif. Une diminution de 50% des rejets de CO2 entre 2005 et 2050. Mais en parallèle, le trafic aérien va continuer d'augmenter. De 3,3 milliards de passagers en 2014, on devrait passer à plus de 7 milliards d'ici 2034. Avec l'Asie comme principale locomotive. Allez, on se penche à présent sur la deuxième économie d'Afrique. Nation arc-en-ciel, l'Afrique du Sud porte encore nettement les cicatrices de l'apartheid. Un foyer blanc, il gagne en moyenne 6 fois plus qu'un foyer noir. 62% des Noirs vivent sous le seuil de pauvreté, 1% des Blancs. Et c'est pour grappiller des fonds au profit des enfants les plus démunis que des dizaines de chefs d'entreprise ont passé la nuit la plus froide de l'année dans la rue. Le bilan de l'opération avec Johanna Citruc. C'était le 18 juin dernier. Des hommes et des femmes s'apprêtent à passer la nuit la plus froide de l'année à la Belle Étoile, dans les rues de Johannesburg. Ce ne sont pas des sans-abri, mais des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Ils participent à une collecte de fonds en faveur des enfants sans domicile. Et si le début de soirée est marqué par la bonne humeur et la solidarité, au fur et à mesure, la réalité reprend le dessus. C'est misérable, c'est vraiment pas drôle. Ça a bien commencé, mais il commence à faire vraiment froid maintenant et je pense que tout le monde est fatigué, donc l'énergie est bien retombée. Les gens ne parlent plus autant que tout à l'heure. La réalité nous a rattrapés. Mais c'est pour cela que nous faisons ça. C'est vraiment pas marrant. Ce n'est pas supposé être marrant. C'est vraiment pour faire prendre conscience de ce qui arrive si vous n'avez pas reçu d'éducation et si vous n'avez pas de soutien, c'est ce qui arrive à votre vie. Malgré le froid, ils sont plus de 240 à avoir tenté l'expérience. À l'initiative de cet événement, Girls and Boys Town, une ONG fondée en 1957 qui prend en charge des enfants défavorisés. Car même si des progrès ont été réalisés, l'économie sud-africaine est toujours très inégalitaire. Selon les dernières données de 2011, près d'un habitant sur 2 vit avec moins de 620 rand par mois. Ça représente à peine $50. C'est une formidable opportunité pour nous, d'abord de penser aux sans-abri, à la situation très difficile dans laquelle se trouvent de nombreux Sud-Africains. Mais en même temps, c'est l'occasion de réaliser le travail que fait l'organisation Girls and Boys Town, non seulement de prendre conscience, mais aussi de récolter de l'argent. Une collecte pour le moins fructueuse. Dès le lendemain matin, les organisateurs annonçaient avoir reçu quelques 20 millions de rands, plus d'1,5 million de dollars. Oui, un pays où le quart de la population ne mange pas à sa faim. C'est l'heure du Media Watch. Et devinez qui s'invite aussi jusque dans la revue de presse, c'est la Grèce, on n'y échappe pas. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors pendant qu'Athènes joue son avenir dans l'euro, eh bien certains en profitent pour faire des affaires. Oui, c'est le mot donc qui est sur toutes les lèvres, le Grexit, une combinaison de Greece, exit, en français c'est la sortie de la Grèce, sous-entendu la sortie de la Grèce de la zone euro. Cette menace est de plus en plus sérieuse, étant donné qu'Athènes est de plus en plus proche du défaut de paiement. Et pourtant certains en profitent de cette actualité pour faire des affaires. C'est le cas d'un entrepreneur allemand qui s'apprête à lancer une eau de vie à base de vodka et de citron qui s'appelle donc Grexit. La boisson sera vendue dans des petites fioles avec des étiquettes sur lesquelles il y aura un dessin du Premier ministre Alexis Tsipras en train de trinquer avec son ministre des Finances Yanis Varoufakis. Le produit devrait être commercialisé dans quelques jours. Oui, ça ne va pas arranger les relations entre Athènes et Berlin. On parle aussi, Johanna, d'Amazon, le géant du e-commerce qui va modifier son système de rémunération des auteurs. Oui, à partir du 1er juillet, Amazon va payer ses auteurs en fonction du nombre de pages tournées par les lecteurs. Un nouveau modèle qui s'appliquera à environ 800 000 livres. Les ouvrages qui font partie des programmes d'abonnement de Kindle. C'est un petit peu le Netflix de la littérature, c'est-à-dire que les utilisateurs payent une somme identique tous les mois pour accéder
accéder au contenu de façon illimitée. L'objectif est de payer non pas en fonction de la quantité de travail, mais en fonction de l'intérêt des lecteurs. Le problème, c'est que l'auteur d'un livre de 800 pages est donc susceptible d'être moins bien payé que celui d'un livre de seulement 200 pages. Tout dépend donc du nombre de pages lues, du nombre de pages tournées, sauf que beaucoup de très bons livres ne sont pas lus jusqu'au bout. Par exemple, seuls 2,4% des lecteurs ont terminé l'ouvrage de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle. Alors certes, on n'a pas tous la même définition des bons livres, mais tout de même, au final, ce nouveau système de paiement pourrait avoir une influence sur les priorités des écrivains et sur la littérature elle-même. En effet. Et puis McDonald's, Johanna, surprise, en 2015, le nombre de fast-food aux États-Unis pourrait diminuer. Oui, cette année, la chaîne de restauration rapide va fermer plus de restaurants qu'elle va en ouvrir aux États-Unis. C'est la première fois que ça arrive depuis plus de 40 ans. Le problème, c'est que ce sont les emplacements. En fait, certains fonctionnent très bien, d'autres pas du tout. Et ce sont évidemment ceux-là que McDonald's envisage de fermer. Il s'agit en fait d'ajuster l'offre à la demande pour s'adapter à la concurrence qui est de plus en plus nombreuse. Ouais, malgré tout, leader incontesté quand même McDonald's. Merci beaucoup, à très bientôt, Johanna. À bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. La Grèce, bien sûr, au programme. Et l'heure de vérité pour Athènes. Et en attendant, l'info continue. Restez avec nous.